L'objectif en fait de cette intervention, celui que je voudrais donner en introduction, c'est celui de dépasser l'étude, de la surpasser, de mettre en perspective par vos domaines de compétences chacun d'entre vous, et de mettre en lumière en fait les résultats qui ont été donnés et les conclusions en fait qui ont été données par Mexan. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Karina Chatin, vous êtes responsable de l'éducation à la CNIL, qui fête cette année au numérique, pardon, à la CNIL, qui fête cette année ses 40 ans d'existence, voilà, il fallait le souligner. Romain Liberge, vous êtes Chief Digital Officer à la Maïf, donc notamment en charge de la stratégie digitale du groupe et de la démarche expérience utilisateur. Pierre Desmarais, vous êtes avocat au bureau de Paris, dont le cabinet est spécialisé en droit au numérique, à l'innovation et à la donnée. Et Benjamin André, fondateur et PDG de Cozy Cloud, qui est entre autres un serveur personnel où l'utilisateur peut rassembler ses données personnelles. En guise d'introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander quels sont les enseignements principaux que vous retenez du baromètre ou de l'enquête qui vient de nous être présentée. Est-ce que vous êtes surpris par certains résultats? Quels sont vos enseignements principaux sur ça? Bonjour à tous. Moi, je crois que ce qui ressort vraiment de tous les micro-trottoirs qu'on a vus et de votre étude, c'est que l'enjeu principal, c'est un enjeu d'éducation au numérique de tous les publics, quels qu'ils soient. Et j'aurais quelques petites observations, donc effectivement, sur ce baromètre et peut-être des petites nuances aussi à apporter. D'abord, je crois que le fait marquant, c'est l'inquiétude croissante des Français vis-à-vis de la protection de leurs données personnelles. Puisque, en fonction des études, on a entre 8 et 9 Français sur 10 qui se disent préoccupés par la protection de leurs données personnelles. Et c'est plus de 4 points par rapport à 2014. Donc on a vraiment une amplification de ce phénomène qui témoigne du fait que la protection des données personnelles est vraiment rentrée dans le débat public. Et c'est une bonne chose. Alors, pourquoi cette inquiétude ? Je crois qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est le sentiment d'un défaut d'information des personnes sur ce que finalement, sur l'utilisation qui va être faite de leurs données personnelles par les grands acteurs de l'Internet. Et finalement, quelque part, un sentiment d'opacité. On a vu que c'est un écosystème, l'écosystème numérique est complexe, qui est mal compris par le grand public. Et donc, il y a ce premier constat. Le deuxième, à l'échelle plus collective, je dirais, c'est, depuis l'affaire Snowden, la prise de conscience par les individus de la capacité des États, des gouvernements, à organiser une surveillance de masse. Et ces deux phénomènes combinés, finalement, se traduisent par une certaine érosion de la confiance, puisque le mot confiance fait partie, donc est central dans votre étude. Et cette érosion de la confiance, qui est quand même très dommage, puisque c'est un élément assez fondamental de la construction d'une économie numérique. Alors là où je nuancerai un petit peu l'étude, c'est concernant donc les jeunes, puisqu'effectivement, on peut considérer que les 18-24 ans sont quand même au moins aussi inquiets que leurs aînés quant à la protection de leurs données personnelles sur Internet. Et une des manifestations de cette inquiétude, c'est qu'ils ont tendance à vouloir effacer des informations personnelles les concernant sur Internet. C'est plus de 60% des 18-24 ans qui ont cette démarche-là. Et puis j'ajouterais peut-être un autre sujet d'inquiétude qui est très très en forte croissance aujourd'hui. C'est ce qui concerne la protection des données personnelles des enfants dans le monde numérique. Et nous, on a pu le constater, nous, la CNIL, lors d'un contrôle qu'on a effectué donc en 2015 avec d'autres autorités de protection des données en Europe. On a effectué un contrôle sur 54 sites Internet dédiés aux 7-12 ans. Et qu'est-ce qu'on a constaté à l'issue de ce contrôle ? Eh bien, qu'effectivement, il y avait une nette insuffisante protection des données personnelles des enfants qui se manifestait de plusieurs manières. La première, d'abord, c'est une large collecte de ces données sans qu'il y ait une information suffisante. La deuxième, c'est que d'un simple clic, les enfants étaient redirigés vers des sites marchands, ce qui est quand même un peu choquant pour des mineurs. Et puis, troisième exemple, c'est évidemment l'apparition de cookies sans, bien évidemment, avoir le consentement de l'internaute. Et donc, face à cette problématique des données personnelles des enfants, le règlement européen dont on va parler, qui entre donc en application le 25 mai prochain, prévoit donc une protection des enfants renforcée, puisque l'article 8 de ce règlement postule que pour les services de la société de l'information, en gros les réseaux sociaux,
le consentement du représentant de l'autorité légale sera nécessaire en deçà de 16 ans. Donc il y a véritablement, pour la première fois dans un texte européen, une vigilance apportée à la protection des enfants. Et puis je terminerai avec 2 petites observations. Donc sur les comportements, comment cette inquiétude effectivement se traduit dans les comportements? Alors là encore avec une petite nuance. On peut constater par exemple que de plus en plus d'internautes vont hésiter, voire refuser, mais souvent, on l'a vu tout à l'heure chez une jeune femme, hésiter à partager des données personnelles sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une crainte assez forte chez le grand public. Et puis 2 petits points de vigilance qui sont mis en évidence par une étude qui a été faite par la chaire données personnelles donc, de l'Institut Mines Télécom, une étude qui a été faite avec Médiamétrie donc, en 2017, qui montre que plus de 60% des internautes vont refuser de partager leurs données de géolocalisation. Donc il y a quand même s'ils n'ont pas encore le déclic de savoir comment faire concrètement, ils vont quand même avoir cette idée que ça peut être dangereux. Et puis, 2e point de vigilance, c'est la tendance à vouloir effacer ces traces de navigation, là encore, à près de 60%. Voilà, donc je terminerai en disant que, effectivement, on prendra des exemples tout à l'heure de ce que fait la CNIL en matière d'éducation numérique, mais c'est vraiment le point central, effectivement, aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Romain Liberge, quel regard posez-vous sur même question, sur les conclusions, les enseignements principaux de cette enquête à la lumière, en fait, de ce que vous faites à la Maïf en tant que directeur de la stratégie digitale? Alors, en réaction sur effectivement les éléments qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un paradoxe de la vie privée, c'était rappelé dans l'intervention. Finalement, il y a une approche utilitariste qui souvent s'impose et efface ou met de côté les inquiétudes que l'on a tous, parce que dès qu'on se pose la question, assez naturellement, on se dit « Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai bien paramétré mon profil ?» Mais finalement, je continue à utiliser le service parce que en fait, ces services nous rendent pas mal de services en l'occurrence, et donc on essaie de compenser cet utilitarisme par des garanties qui existeraient avec des associations et des autorités. Et c'est vrai, elles existent heureusement, en tout cas en Europe, pour essayer de réguler tout ça et mettre un peu d'ordre à la fois dans les relations entre les citoyens et les organisations. Je pense qu'il y a aussi un sujet pour les organisations, parce qu'il n'y a pas seulement un enjeu d'acculturation du grand public, il y a un vrai sujet d'acculturation également des salariés, des collaborateurs. Parfois on pourrait se dire que c'est juste une question de système d'information, mais en fait dans une entreprise ça concerne absolument tout le monde. Tout le monde manipule des données personnelles, tout le monde est en charge et potentiellement peut avoir un impact sur le traitement de la donnée. Et en tout cas nous, notre côté au sein de la Maïf, et on reviendra plus en détail sur certaines initiatives, on a déjà pris le parti de lancer une acculturation, d'essayer de partager une culture de la donnée, parce qu'on le voit bien, en fait, une partie des réponses que l'on cherche, elles se trouvent souvent dans la compréhension de ce nouveau phénomène, et donc là, on retrouve l'éducation, qui est un sujet central, pas seulement pour les enfants, mais également pour les plus grands. Merci beaucoup. Pierre Desmarais, l'enquête va jusqu'à parler de désinvolture aussi de la part de certains publics quant à la protection de leurs données personnelles. On a vu que très très peu de personnes lisaient les fameuses conditions générales d'utilisation parce qu'elles étaient trop complexes. Vous êtes-vous surpris par le retour, en fait, notamment je pense aux micro-trottoirs qui ont été réalisés de certains citoyens comparativement à leurs données personnelles? Quel regard posez-vous là-dessus? Bonjour. Effectivement, j'ai été un petit peu étonné de lire que un internaute sur 2 déclare ne pas lire les CGU. Quand on a fait le sondage dans la salle, je crois que personne n'a levé la main quand on a demandé qui lisait les CGU. Donc, soit l'internaute moyen est beaucoup plus raisonnable et consciencieux que nous, soit un internet sur 2 est probablement en train de mentir par omission, pour ne pas dire qu'il ne lit pas ses CGU. Effectivement, des CGU compliqués, souvent dans des langues étrangères. Contrairement à ce que disait l'un des intervenants dans le micro-trottoir, très probablement, dans certains cas, écrites pour ne pas donner envie d'être lu. Il faut être très honnête. Là-dessus, je pense que les textes de loi vont introduire quelque chose d'intéressant, avec des formulaires vraiment d'informations plus précis sur comment on va utiliser les données. Et
on pourra comme ça, entre guillemets, faire un distinguo entre l'utilisation du service, où grosso modo, tout le monde se moque un petit peu de savoir à quelles conditions on peut utiliser Facebook, et l'utilisation des données par Facebook. Et je pense que cette dualité qui va apparaître petit à petit courant 2018 va permettre peut-être de donner aux personnes concernées, aux utilisateurs de réseaux sociaux par exemple, une capacité de reprendre le contrôle de leurs données et d'être finalement un petit peu plus conscients de ce à quoi ils consentent quand ils vont l'utiliser. D'accord, merci beaucoup. Et Benjamin, pour finir le tour de table, avec votre casquette de PDG et de fondateur. PDG, ça fait très formel. De codiste, pardon, excusez-moi. Quel regard vous posez-vous personnellement sur cette enquête ? Alors moi j'ai plusieurs remarques. Le point de départ, ça va être qu'ils n'ont pas les mots. Les gens qu'on a entendus, c'était assez frappant, manquaient de mots pour s'exprimer et pas notamment mots, le vocabulaire. Oui, c'était est-ce que vous en avez peur? Oui. Est-ce que vous êtes méfiant? Oui. Enfin, on avait des réponses très courtes et avec on sent bien que la raison qui est sous-jacente et diffuse, n'est pas incarnée. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est tant qu'il n'y a pas les mots, tant qu'il n'y a pas la prise de conscience justement dont on parlait, effectivement il n'y a pas les gestes. Or, si on cherche à essayer de mettre des mots, on se rend compte que finalement ils sont relativement légitimes dans cette incapacité. C'est que le mot moi je vous propose, c'est autonomie. La raison pour laquelle on se doit d'être précautionneux vis-à-vis de nos données personnelles, c'est qu'un tiers qui détient des données sur vous limite votre autonomie. Tout d'un coup, vous êtes conditionné parce que des tiers savent de vous et du coup vont être en capacité de vous influencer. Le business model du web, c'est l'influence. C'est la publicité. On voit aujourd'hui les diffusions de fausses nouvelles, l'impact que ça peut avoir dans des sphères qui vont au-delà de la publicité. Donc le vrai enjeu des données personnelles, c'est l'autonomie de l'individu. Moi, j'aime bien parler d'honnête homme, de cet individu qui, par sa culture générale, sera en capacité d'avoir son autonomie morale, religieuse, intellectuelle, politique. Et on voit bien que même en mettant des mots, ça reste des choses très diffuses. On parle d'enjeux qui sont distants du bénéfice quotidien que ces applications et que ces services apportent. Et du coup, je m'interroge. Certes, il leur manque des mots, mais est-ce que les leur apporter résoudra tout à fait le problème? Est-ce que une prise de conscience de l'enjeu suffira dans la mesure où il y a cette distance entre ces enjeux qui sont quand même théoriques, distants. En mathématiques, on parle d'espérance, qui est le rapport entre l'ampleur du gain et la probabilité d'occurrence. Entre l'ampleur du risque et la probabilité d'occurrence, pour les gens, l'espérance du risque dont on parle est très faible en fait. Alors que le gain quotidien, on le mesure tous très très concrètement. Le matin, dans la rue, si j'oublie mon smartphone, je fais demi-tour rechercher mon smartphone. Parce que tout d'un coup, si j'ai pas ces services dans la poche, mon quotidien va être concrètement dégradé. Donc, premier constat, c'est il leur manque des mots, mais je suis pas sûr que les leur donner aident tout à fait, parce que le problème en fait est plus profond. Il est inhérent à la nature même du risque et du bénéfice et donc du choix qui est à faire. Et donc moi, j'ai envie du coup de ce constat lié à cette étude qui l'éclaire encore plus que d'habitude. Eh bien, c'est d'essayer d'imaginer des pistes pour que l'enjeu à récupérer ces données personnelles, avoir un contrôle, ne se limite pas à l'autonomie individuelle. Qu'on sache trouver des arguments sonnants et trébuchants à l'oreille de l'utilisateur qui lui font regarder l'enjeu de ces données personnelles, pas simplement sous le prisme des libertés individuelles, d'enjeux sociétaux qui sont très importants, hein, je les conteste pas, mais qui par contre, du fait de cette distance entre l'espérance du risque et le gain quotidien du bénéfice apporté, fait que les gens ne basculent pas. Et pour moi, la piste est à chercher, et c'est toute notre démarche, tu me demandais de réagir en tant qu'entrepreneur, c'est toute la démarche qu'on cherche à développer au sein de Cozy Cloud en s'appuyant en fait sur l'arme de l'adversaire, entre guillemets. Quel est l'atout d'un GAFA? Pourquoi est-ce qu'un GAFA est pertinent dans votre quotidien? Pourquoi est-ce que, par exemple, concrètement, prenons un Uber.
D'accord, Uber, quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur leur service, ont su révolutionner le marché du transport en très peu de temps. Et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Parce qu'ils ont une forme d'intimité numérique avec leurs utilisateurs. Ils sont dans la poche, ils connaissent la géologue, ils connaissent votre carte de crédit, ils connaissent la géologue de tout un tas d'autres tiers qui proposent des services de transport. Et tout d'un coup, Uber est en capacité de réorganiser le marché du transport. Et ce, grâce à l'intimité numérique que Uber a créée avec vous en étant présent dans votre poche en temps réel, à tout instant, en connaissant votre numéro de carte bleue. Et c'est pareil de tous les services numériques, je ne vais pas les passer en revue, mais tous les services sont pertinents, vous sont utiles parce que justement, ils ont ces données personnelles, justement parce qu'ils ont cette intimité numérique. Et du coup, la conséquence, c'est qu'en tant qu'utilisateur, on veut des services qui ont toujours plus accès à mon intimité, à notre intimité numérique, puisque c'est la condition de leur utilité. Et du coup, pour essayer de trouver une réponse, c'est de se dire, mais en fait, si la clé, c'est l'accès à l'intimité, la clé de la pertinence et de l'utilité, c'est l'accès à l'intimité numérique, peut-être que le bon levier, c'est de dire, eh bien, en fait, la seule entité légitime d'un point de vue technique et juridique pour accéder à l'intimité d'un individu, c'est l'individu. Donc si on outille l'individu pour récupérer toutes ces données, pour créer un espace dans lequel il a toutes ces informations personnelles, il va pouvoir bénéficier de services et d'usages de convenience, qui est justement le moteur de son adhésion au service en ligne, pour justement justifier la bascule à un paradigme dans lequel, je ne donne pas ma donnée à des tiers parce qu'en fait ce tiers, même si je lui en donnais beaucoup, il m'en demandera toujours plus et je lui donnerai jamais tout. Google en a beaucoup. Google n'a pas les données de tous mes objets connectés, n'a pas les données de toutes mes administrations, n'a pas les données de toutes mes consultations médicales, etc. Ok, on en parlera un peu plus en détail avec les linéaments en fait de Cozy Cloud. Pierre, j'aimerais directement vous repasser la parole pour poser les bases d'une discussion qui est selon moi d'abord celle d'une actualité qui nous rattrape, celle des RGPD, donc ce règlement général de la protection des données, on le répète, qui va être appliqué le 25 mai prochain, adopté par la Commission européenne, donc il s'agit d'un règlement européen. On a vu dans l'enquête que le mot RGPD était l'apanage en fait d'un milieu d'initiés, de spécialistes. On n'a pas demandé à la salle en fait s'ils connaissaient la nature du texte, etc. Mais je pense que je suis conscient que vous connaissez le sujet, mais je suis pas sûr que vous en connaissez en fait les subtilités. Est-ce que vous pouvez revenir en 2 mots sur la nature du texte, brièvement, et surtout à la question de savoir si c'est une chance pour le citoyen européen en matière de protection de ses données personnelles? Alors en 2 mots, ça va être compliqué pour un règlement qui fait, je crois de mémoire, à peu près 200 pages et 99 articles. Donc ça va être compliqué en 2 mots. Concrètement, il y a quelques points majeurs à prendre en compte. Je crois que le premier point à prendre en compte, c'est le champ d'application de ce RGPD. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que une loi française s'applique en France. Une loi européenne s'applique en Union européenne. Avec le RGPD, on va avoir un petit peu justement paradoxalement, ce côté américain de dire, voilà, la loi européenne, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, va s'appliquer à des entreprises qui n'ont pas de siège social en Union européenne et qui traitent des données relatives à des personnes, pour le coup, qui sont dans l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'une stratégie juridique consistant à dire, je m'installe aux États-Unis ou dans un autre pays, où le régime de protection juridique est nettement inférieur, sont voués à l'échec. Alors se poseront ensuite des questions pratiques. Comment les autorités européennes arriveront à imposer le respect du RGPD à des personnes installées en dehors de l'Union européenne? Bon, ça, c'est une question pratique. On sait le faire dans d'autres domaines. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas dans ce domaine-là. Donc ça, c'est très important, c'est de se dire, pas de fatalisme lié au fait qu'ils ne sont pas en Union européenne. Deuxième point important, pour la personne concernée, eh bien, c'est un renforcement de ses droits. Le droit d'information est renforcé, le droit d'accès est renforcé, les délais sont raccourcis, on a une réponse plus rapide. On peut toujours se demander la rectification de ces données, s'opposer à ce qu'elles soient traitées. Mais surtout, et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est fondamental pour les personnes concernées, on a ce qu'on appelle désormais le droit à la portabilité. La personne concernée, l'utilisateur peut récupérer les données qu'il concerne et qu'il a déposées auprès de l'industriel ou de l'entreprise. Et ensuite, il peut les mettre à disposition d'un autre service. Fini le blocage lié aux technologies de tel ou tel industriel. Donc là, on dépasse même le simple cadre de la protection des données, on arrive plus carrément sur le droit de la consommation générale, et on donne une liberté d'utilisation des technologies.
ça, c'est très intéressant. Et je pense que c'est une chance pour les personnes concernées. C'est une chance aussi pour les responsables de traitement. C'est une chance pour, alors oserais-je dire pour les GAFA, je ne sais pas, mais c'est une chance pour toute entreprise qui collecte de la donnée. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, le texte est pédagogique. Avant d'avoir les 99 et quelques articles, on a quand même, de mémoire, à peu près 150 considérants qui expliquent, qui donnent un tuto d'application du RGPD et qui nous disent, eh bien voilà, effectivement, dans certains cas, vous pouvez vous dispenser du consentement de l'utilisateur, mais dans telle et telle condition, et voici la grille de lecture qu'il faut appliquer. C'est pragmatique, c'est clair, il n'y a plus, je dirais, de doute, d'exploitation abusive de possibilités qui sont dans le texte, c'est cadré. Et le dernier avantage pour un responsable de traitement, c'est que, je dirais à 80 voire 90%, le texte va être le même dans toute l'Union européenne. Donc ça va être facilitateur pour le business de ces entreprises qui n'auront plus à se poser la question de « mais quel droit s'applique en Belgique ou en Allemagne quand je suis français ?» Ce sera grosso modo la même chose. Donc c'est un gros avantage. D'accord, merci beaucoup. Et c'est un gros avantage. On le voit, en fait, le droit est renforcé, donc c'est une chance pour le citoyen européen de pouvoir contester certaines démarches. Vous avez parlé du droit de portabilité, etc. Mais il y a aussi un enjeu d'éducation et de sensibilisation à ces données-là. Est-ce que le citoyen le sait, tout simplement? Est-ce qu'il est conscient, en fait, de ce cadre juridique-là? Et au-delà de ce cadre juridique-là, même, est-ce qu'il est conscient, en fait, de tous les enjeux qui gouvernent et président à sa protection et à la protection de ces données? Donc voilà, je me tourne vers vous, Karina Chatin, vous l'avez deviné, pour vous demander quelles actions concrètes la CNIL met en place pour justement répondre à ce besoin, en fait, de protection et de sensibilisation des données des citoyens. Juste avant, si vous permettez, concernant les droits de la personne, effectivement, donc ce texte est tout à fait fondamental puisqu'il va renforcer les droits des personnes. Et il y a un nouveau droit qui est consacré également par le règlement, c'est le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement des données. Et ça, c'est vrai que c'est un droit important qui va permettre donc à tout utilisateur, à tout internaute, de pouvoir demander au moteur de recherche, en l'occurrence très souvent Google, qui a une position dominante, je dirais, sur la place publique, donc demander au moteur de recherche de déréférencer un contenu lié à une recherche qui a été effectuée à partir de son nom et de son prénom. Et ça, c'est vrai que c'est un droit tout à fait majeur. Juste un petit commentaire aussi sur le RGPD. Dans votre micro-trottoir, vous étiez un peu sévère parce que arriver à la rencontre de passants et leur dire RGPD, ça vous dit quelque chose? Bon. Je trouve que c'était un peu abrupt. Vous auriez pu aussi leur demander, connaissez-vous la CNIL déjà, c'est-à-dire un peu le cadre, je dirais, national de la protection des données. Là, je pense que vous auriez eu peut-être plus de réponses positives. Oui, on a nos propres baromètres aussi à la CNIL et qui mesurent la notoriété de notre institution, qui est quand même en forte hausse. Disons ces 10 dernières années, on a un taux à peu près de 65%, donc de notoriété qui est quand même tout à fait honorable. Ça, c'était juste un petit clin d'œil sur le reportage. Concernant les actions donc d'éducation numérique, donc que la CNIL mène, effectivement, c'est une priorité stratégique de notre institution. Depuis 2013, nous avons constitué un collectif d'acteurs, dont d'ailleurs fait partie la Fondation Maïf. Ce collectif donc a pour objectif de réunir des expertises, des moyens pour lancer des actions concrètes en matière d'éducation au numérique. L'idée, c'est finalement, c'est l'idée d'un empowerment, c'est-à-dire que chaque individu, parce qu'il comprend mieux l'écosystème numérique, puisse reprendre la main sur ses données personnelles. Et donc faire en sorte que chacun soit acteur de sa vie numérique et non pas complètement passif ou démuni, je dirais, et du coup et autonome. Et s'il est démuni, ça veut dire qu'il est exposé à des risques. Donc ces différentes structures donc se sont mises ensemble et on partage, je dirais, un certain nombre de valeurs. J'en citerai 2 ou 3 pour pas être trop longue. La première, c'est la primauté accordée aux actions pédagogiques dirigées vers les jeunes publics, parce qu'on constate bien que l'enjeu fondamental, il est de former les citoyens dès le plus jeune âge. La deuxième valeur que partagent ces membres, c'est une définition commune déjà de ce que c'est que l'éducation numérique.
C'est-à-dire qu'au-delà des usages, et on voit que les jeunes, parce qu'ils sont nés avec le numérique, maîtrisent pour la plupart d'entre eux très bien les usages, il y a une autre question derrière qui est fondamentale, c'est celle de la citoyenneté numérique. C'est-à-dire le fait pour chaque individu de devenir finalement un acteur responsable dans cet univers, avec des droits, des devoirs, comme il les a dans l'univers, je dirais, physique, l'univers réel. Et donc ça, c'est un aspect aussi majeur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement donc pour sensibiliser, et je dirais de manière positive, et là, je voudrais un peu nuancer aussi le discours, on parle évidemment de risques, mais on essaie de mettre en balance les risques avec les opportunités quand même formidables qu'apporte le numérique. Donc on fait vraiment attention à avoir un discours très équilibré. On a, depuis le 2014, lancé un concours, par exemple, pour les jeunes, les étudiants, donc les 18-25 ans. Et ces jeunes étudiants proposent des vidéos pour sensibiliser donc les plus jeunes aux bons usages du web, vraiment à l'importance de protéger leurs données personnelles sur le web. Et là, donc, on a des ressources du coup pédagogiques à disposition qu'on a recensées donc sur un site, le site EduCNUM, donc le site du collectif. Donc, un certain nombre de ressources pédagogiques. Nous avons tourné très concrètement une vidéo avec un YouTuber donc au mois de juillet qui s'appelle Kevin Tran, alias le Rire Jaune, donc il fait partie du top, je dirais top 5 des YouTubers les plus prisés des collégiens. Et dans cette vidéo, donc le Rire Jaune explique de manière très décalée, humoristique, pas comme on le ferait nous, puisqu'on a un langage plus institutionnel, donc plus efficace auprès des jeunes de sa part, comment finalement protéger sa vie privée en 6 étapes. Donc très concrètement, il aborde ce sujet. Nous avons réédité Les Incollables, donc avec playback sur la vie privée, et on les a distribués dans tous les collèges de France, donc à l'occasion de la rentrée de septembre. Le collectif a aussi, au-delà de ces actions très concrètes, de ces productions, de ces ressources pédagogiques, un rôle de sensibilisation auprès des pouvoirs publics, puisque nous avons, par exemple, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, écrit à l'ensemble des 11 candidats qui se sont présentés pour attirer leur attention plus spécifiquement sur 3 points. La nécessité de diffuser une culture citoyenne du numérique auprès des jeunes, donc on en a parlé. Le deuxième point, c'est aussi la nécessité d'une formation au numérique tout au long de la vie, parce qu'effectivement, les choses évoluent, les salariés ont besoin de se former régulièrement au numérique. Et 3, c'est, je dirais, un numérique plus inclusif, c'est-à-dire comment accompagner les citoyens, je dirais, les plus fragiles dans la maîtrise des outils numériques. Donc on a effectivement écrit à ces candidats, on travaille maintenant sur effectivement tous ces sujets, et on devrait être en mesure de faire des propositions très concrètes au pouvoir public dans les semaines ou les mois qui viennent. D'accord, donc pas de mise en application concrète pour l'instant de la part des pouvoirs publics sur les questions que vous leur avez délivrées. Certains ont répondu, D'accord. notamment les 2 finalistes de l'élection présidentielle, mais aussi des petits candidats. Et dans l'ensemble, ils étaient quand même plutôt d'accord, je dirais, sur la nécessité de faire cette sensibilisation du grand public. Après, effectivement, il faudra voir comment on met en œuvre les dispositifs. Il existe déjà beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est aussi de regarder déjà, de faire une photographie de tout ce qui peut exister en matière notamment de médiation numérique sur l'ensemble des territoires. Et c'est l'objectif donc de tous les membres du collectif qui effectivement travaillent sur ces sujets tous ensemble. Et juste 2 mots sur l'audience que vous avez touchée via notamment cette sensibilisation auprès du jeune public via le Rire Jaune. Je crois que c'est 4 millions plus de 4 millions de vues effectivement pour cette vidéo réalisée avec le Rire Jaune, ce qui montre bien que quand on peut le faire, parce qu'on a eu la chance d'avoir un partenaire qui a financé donc cette vidéo. La CNIL ne pouvait pas le financer, bien évidemment. Quand on a la chance de se glisser dans les usages numériques des jeunes, qui passent beaucoup de temps sur YouTube, eh bien, effectivement, on les touche d'autant plus efficacement. Mais il y a d'autres moyens de toucher les jeunes. La CNIL fait par exemple des formations de formateurs. On a avec le ministère de l'Éducation nationale un partenariat, convention de partenariat, qui nous permet de former des enseignants aux enjeux numériques, qui eux-mêmes vont aller ensuite sensibiliser leurs élèves, et on les sensibilise à la fois en présentiel et aussi à distance grâce à des parcours magistères. On a aussi avec la Défenseure des enfants un partenariat, nous formons des jeunes en service civique qui vont aller sur l'ensemble des établissements scolaires, ensuite relayer nos messages sur la protection de la vie privée. Chaque année, c'est plus de 50 000 enfants qui sont sensibilisés à nos sujets. Donc vous voyez qu'on essaie vraiment de s'appuyer sur des relais
de faire en sorte que les messages soient démultipliés sur le territoire, parce qu'effectivement, la CNIL seule a des moyens limités, et donc c'est un bon moyen pour relayer nos messages. D'accord, merci beaucoup. On l'entend bien, hein, Romain, par les mots de Karina Chatin, que l'enjeu est d'abord éducatif à l'école, auprès des jeunes publics, etc. Si on a en fait une idée très très précise de ce que peut faire le Rire Jeune avec ces 6 étapes pour ceux qui en tout cas connaissent les youtubeurs, mais bon, je pense que toute la salle connaît, et même au Facebook Live aussi, on a peut-être un petit peu plus de mal à comprendre comment ça se passe dans l'entreprise, peut-être à la Maïf, mais aussi dans le monde de l'entreprise en général. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment s'articule en fait cette problématique des données personnelles dans votre stratégie digitale du groupe? Je vais revenir effectivement alors sur nous, un projet qu'on a lancé il y a 3 ans de transformation de la mutuelle, et comme toute entreprise aujourd'hui, on déroule certaines feuilles de route et certains grands chantiers autour du système d'information, des interfaces, des parcours. Et très rapidement, il y a toujours une question de données derrière tout ça. Le prisme par lequel on est rentré à la Maïf, c'est d'abord d'avoir mis en place toute une démarche autour de la culture. On parle parfois de littératie numérique, c'était un terme qu'employait Feu, le Conseil national du numérique, mais c'est assez central pour nous finalement. Ces données, enfin Feu, pardon, si pour l'instant, il est pas mort, mais bon, il est en mode pause. J'espère qu'il va renaître d'ailleurs. Mais en tous les cas, il y avait eu des travaux remarquables il y a 2-3 ans sur ce sujet, de donner à tous une culture, des fondamentaux, une compréhension du sujet. Il y a un débat d'initié aujourd'hui autour du RGPD. Il y a souvent un débat d'initié autour de la transformation digitale ou de la technologie dans les entreprises. Et donc, on a le même enjeu d'embarquer en fait tout le corps social. Concrètement, à la Maïf, on a mis en place une académie digitale, donc une école interne, pour former tous nos collaborateurs finalement à ces sujets. D'ailleurs, dans la branche de l'assurance, il y a une obligation pour toutes les entreprises de certifier leurs collaborateurs pour finalement avoir ces éléments de compréhension, mais aussi pour pouvoir intervenir, agir au quotidien. Donc, un MOOC de culture digitale de 3 heures pour 7000 collaborateurs, c'est un investissement qu'on a fait pour vraiment embarquer l'ensemble de nos équipes. Mais il y a vraiment aussi un focus spécifique sur la donnée qui passe à la fois par, je dirais, de la formation. On a travaillé avec la FING là-dessus, la Fondation Internet Nouvelle Génération, au sein de laquelle la CNIL est souvent présente dans les travaux, pour finalement rendre accessible une matière qui est relativement austère. La donnée, au début dans des fichiers Excel, ça parle pas à tout le monde, et pourtant il y a beaucoup de choses derrière. Pour un assureur, c'est quasiment son modèle économique qui repose quand même sur l'exploitation de la donnée. Et donc parallèlement à ces chantiers de formation que l'on déploie avec notre université d'entreprise, il y a tout un chantier de gouvernance de la data. Derrière ce terme un peu classique, c'est finalement mettre en réseau tous les acteurs dans l'entreprise qui sont concernés par ces sujets. La DSI, le juridique, les métiers, les gens qui sont dans les réseaux de distribution et de gestion, finalement pour vraiment impliquer tous les acteurs et être en capacité de se saisir de ce sujet pour pas seulement être entre guillemets en défensif sur tiens, il y a une nouvelle régulation qui arrive, j'ai un chantier de mise en conformité habituel. En fait, il y a plutôt une opportunité au sein de l'entreprise, en tout cas c'est notre lecture à la Maïf, de faire la preuve finalement d'une relation de confiance qui serait aussi une relation de confiance dans le champ numérique. Ça passe par quoi concrètement ? Ça passe notamment par des travaux précurseurs, je pense, dans le champ de la portabilité des données. Je fais tout de suite en tout cas une précision sur le propos. La Maïf a investi dans Cozy Cloud, donc qui est une start-up qui développe un cloud personnel. On pourra en redire un mot sur ce sujet-là. Mais notre conviction, c'est qu'effectivement, il y a une autre manière d'organiser la relation entre les utilisateurs et les marques, en leur mettant des outils dont ils ont la maîtrise, au sein desquels ils vont pouvoir finalement commencer à engager cette portabilité. Alors ce terme, pour l'instant, pareil, il est un petit peu technique. Mais si vous pouvez justement l'expliquer un petit peu. Concrètement, j'appuie, alors si je suis sur une définition un peu stricte, j'appuie sur un bouton, je récupère un fichier et j'ai mes données. Donc là, ça c'est un peu je dirais une déclinaison du mouvement de l'open data et de certaines initiatives d'ailleurs qui nous venaient aussi des pays anglo-saxons sur comment je peux récupérer mes données personnelles dans le champ de la santé, dans le champ de l'électricité. On parlait de Blue Button et de Green Button aux États-Unis. C'était des initiatives de l'administration Obama. Concrètement, j'appuyais sur un bouton et je téléchargeais un fichier CSV ou Excel. Bon, là, l'utilisateur, il va pas forcément très loin, sauf s'il est data scientist et qu'il a un petit peu de temps à passer sur le fichier. Non, toute la question qu'on se pose, nous, c'est finalement quelle interface, quels outils d'exploitation et de visualisation des données on pourrait mettre dans les mains de nos sociétaires
pour que finalement ils aient le même niveau de connaissance que nous, ils s'approprient ce sujet-là et qu'il y ait vraiment une transparence claire entre ce que l'entreprise sait de nous et ce que nous, on devrait aussi savoir de nous-mêmes. Alors, souvent, la réaction en interne, c'est mais pourquoi on fait ça, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Enfin, voilà, c'est pas un sujet. En fait, si c'est un sujet, c'est ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est comment les individus, les personnes, les citoyens, les consommateurs vont pouvoir s'approprier ces sujets-là et finalement eux-mêmes tirer de la valeur de ces données. Parce que les entreprises, depuis toujours, et c'est pas seulement les GAFA, hein, les banques, les assurances, ont des modèles qui reposent sur la donnée et leur exploitation. Pourquoi l'individu pourrait pas avoir les mêmes outils, finalement, pour lui-même, peut-être, parce qu'en plus, juridiquement, c'est ce que disait Benjamin, c'est sûrement, en tout cas dans l'Union européenne, la vraie plateforme. Alors ce terme il est un peu technique, mais on parle souvent de grandes plateformes digitales qui exploitent et aspirent toutes les données du monde. Mais en fait, avec ce RGPD, on est en train de donner la capacité à l'individu d'avoir potentiellement demain la même connaissance, la même capacité à comprendre ce que peut receler la donnée en la croisant avec des données de santé, des données éducatives, des données d'assurance, des données de banque, des données de son opérateur télécom, mais chez lui, sous son propre contrôle. Et après, libre à lui de partager ou pas avec certaines entreprises ou associations ou peut-être demain organismes publics les données qu'ils souhaiteraient partager. Je pense qu'il y a vraiment aussi cette idée de responsabilisation. En tout cas, c'est tout le sens de notre charte éthique qui cadre aujourd'hui un petit peu nous notre transformation, qui la freine pas. Hein. On n'a pas publié une charte éthique pour nous contraindre, mais plutôt pour faire la transformation digitale d'une certaine manière et parce qu'on pense que derrière, il y a de nouveaux services numériques à développer autour du respect des données personnelles. Et du coup, les retours que vous avez de cette Académie digitale que vous avez instaurée il y a combien de temps ? L'Académie, on l'a lancée il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a 7000 collaborateurs qui ont été formés. Il y en a la moitié qui sont certifiés au certificat digital de branche. On continue à former des vagues de collaborateurs maintenant vraiment à la data spécifiquement. Et sur, je dirais, l'expérimentation autour de la portabilité des données avec COSI. On le fait avec d'autres acteurs. On le fait avec Orange, on le fait avec EDF. On le fait avec le Grand Lyon aussi. Là, on a un pilote depuis 6 mois auprès de 3000 sociétaires pour comprendre comment finalement les gens vont s'emparer de ces sujets, comment ils réagissent. Parfois, la réaction, ça peut être « je comprends rien » ou « ça y est, ah oui, je commence à avoir l'intérêt ». Et c'est ça aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité parce que finalement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de services numériques qui ne sont pas du tout organisés de cette manière-là. Donc, si derrière, on n'amène pas des choses utiles et pratiques, les gens prendront pas en fait. Et c'est tout le pari que l'on fait aussi, nous de notre côté, dans notre propre transformation. C'est que l'idée, c'est de ne pas avoir des espèces d'immenses lacs de données où on entrepose tout et on fait des expérimentations dans notre coin, mais plutôt de permettre à nos sociétaires d'avoir aussi cette capacité-là et ensuite, le cas échéant, de le partager avec nous. Merci beaucoup parce que la transition est toute trouvée. Justement, sur la question de ces outils, c'est très important. Et je pense que Benjamin, l'histoire personnelle aussi qui précède en fait la création de Cozy Cloud est assez éclairante. Comment Cozy Cloud a-t-il été pensé justement sur ce côté pratique de l'outil ? Et sur ce côté, il faut en fait donner des outils pratiques. Je me répète aux gens pour pouvoir avancer. Alors effectivement, je peux amener ça sous l'angle un peu historique, ma démarche personnelle, ce qui a fait qu'effectivement, j'ai considéré que reprendre la main sur mon intimité numérique était l'opportunité de nouveaux usages et de nouvelles commodités. C'est apparu pour moi en 2006, quand j'ai constaté que j'en avais marre de me connecter à mes différentes banques pour consulter mes différents relevés bancaires. C'était N mots de passe tous les mois, des clics pour récupérer un PDF peu pratique. Et donc j'ai développé un petit programme pour me connecter à ma place aux différentes banques pour récupérer mes données. Il fallait que ce programme, j'ai confiance parce que je lui donnais mes credentials bancaires, hein, donc quand même mon login mot de passe bancaire. Donc j'avais bien compris quand même qu'il fallait pas que je donne cette information-là à Mark Zuckerberg, que je trouve très sympathique, mais qui, en l'occurrence, vu son business model, n'était pas la personne la plus adaptée pour tenir ce rôle. Donc j'ai développé moi-même le programme puisque personne ne l'avait fait. Je l'ai mis sur ma propre machine et ça a commencé à me récupérer mes relevés bancaires. Puis à partir de là, j'ai commencé à rajouter mon wiki, mes contacts, j'ai synchronisé des fichiers. Autour de moi, les gens se sont dit mais c'est pratique, moi j'aimerais bien avoir ça, et du coup j'ai commencé à le faire pour d'autres. Ça a fait évoluer, mûrir toute ma réflexion jusqu'à ce que je lance Cozy. Et c'est un point de départ, mais aujourd'hui concrètement, si je vous donnais un exemple qui est dans le prolongement de celui-là, qui explique en quoi la reprise de contrôle sur son intimité numérique et l'opportunité de nouveaux usages et de nouvelles commodités, eh bien je vais prendre un autre exemple qui est le rapprochement de vos dépenses de santé, hein, le rapprochement entre les dépenses et les remboursements. D'un côté, vous
vous avez une écriture bancaire, de l'autre, vous avez un remboursement pour la sécurité sociale et par votre ou vos complémentaires santé. Hier, vous receviez un papier par la poste, ou plutôt des papiers, sur lesquels vous pouviez, au crayon de papier, faire des petites croix, prendre une note, dire rappeler la secrétaire médicale pour avoir un nouveau justificatif, parce qu'il y a toujours un grain de sable dans le système, et quand ça part en cacahuète, c'est kafkaïen. Mais au moins, vous aviez un papier, un support relativement pratique et commode, et qui arrivait tout seul chez vous. Aujourd'hui, non, ça n'arrive pas tout seul chez vous. Il faut vous connecter tous les mois sur 3 sites différents, Amélie, votre banque et vos banques, puisque bien évidemment les dépenses sont réparties entre le compte de plusieurs personnes, et votre ou vos complémentaires santé. Vous récupérez des PDF sur lesquels mettre des petites croix au crayon de papier les plus possibles, et là faire votre rapprochement. Enfin, ça tient quelques semaines au début d'année, au moment des bonnes résolutions, mais les gens normaux abandonnent très très vite, et d'ailleurs ne reproduisent pas ces bonnes résolutions l'année suivante, parce qu'on sait que c'est juste objectivement impossible. Là, tout d'un coup, en reprenant le contrôle de votre intimité numérique, en récupérant vos relevés bancaires, les données issues d'Amélie, les données issues de vos remboursements de sécurité sociale, et votre cloud personnel, disposant de ces 3 informations, va pouvoir vous faire un service intégré de rapprochement entre ces 3 informations. Et ce qui n'est pas possible quand toutes ces données sont dispersées. Parce qu'aujourd'hui, votre quotidien numérique est extrêmement fragmenté. Certes, Google en a beaucoup, mais encore une fois, il n'a pas tout. Et il n'est pas légitime. Et on voit bien que les tendances, même si elles n'ont pas les mots, comme je le disais tout à l'heure, la tendance est quand même à la méfiance. Et on n'imagine pas aujourd'hui confier à un Google l'ensemble de son intimité numérique. Là, on comprend bien qu'il y a un pas à franchir qu'on ne franchira pas. C'était sympa au début de lui passer ses mails et c'était pratique, qui récupère nos contacts et nos photos, mais on sent bien qu'il y a un moment où il y a un curseur qu'on franchit, un palier qu'on franchira pas, et c'est là où nous on se positionne. On dit en fait la seule entité légitime pour réunir toute votre intimité numérique, c'est pas Google, c'est pas l'État, ce que disait aussi eh bien c'est vous-même qui réunissez vos données chez vous et dans lequel vous allez pouvoir avoir des services qui vont au-delà des services que vous connaissez aujourd'hui. On passe le paradigme qu'on connaît aujourd'hui se base sur le principe qu'il faut que la data aille au service pour bénéficier de l'usage. Vous avez besoin de donner votre, je sais pas moi, tout à l'heure je parlais d'Uber, vous avez besoin de donner votre géoloc et votre numéro de carte de crédit à Uber pour que Uber puisse vous être utile. Mais là on passe dans une logique inverse où c'est le service qui vient travailler à domicile, qui vient travailler localement sur votre cloud personnel pour accéder à une intimité numérique complète et non intrusive puisque votre donnée ne sort pas de chez vous. Alors ça c'est un des leviers, la commodité, la convenience que crée en fait la reprise de contrôle de ces données. Mais il y a d'autres leviers que Romain a évoqués, aussi via la RGPD, qui est autour du besoin des corporates. Concrètement, aujourd'hui, les entreprises prénumériques qui ont démarré leur business avant le web sont menacées par ubérisation, intermédiation, par des nouveaux entrants numériques qui justement connaissent mieux leurs clients qu'eux-mêmes. Quand Facebook dépose un brevet sur l'évaluation de risque de crédit bancaire, c'est pas que Facebook a embauché des banquiers, c'est que Facebook a compris qu'il connaissait mieux les clients de la Société Générale que la Société Générale. Et c'est pareil pour un Uber vis-à-vis de G7. Voilà. Et de ce constat naît la conclusion très simple que ces entreprises doivent trouver des canaux d'intimité numérique. Quel canal ? Et la réponse facile, c'est on va utiliser Facebook Messenger. Mais si vous êtes tributaire de Facebook Messenger pour faire la bonne offre à la bonne personne au bon moment, vous comprenez bien qu'au mieux Facebook vous le fait payer cher, au pire, il peut aller jusqu'à vous remplacer ou vous transformer en commodité, voire franchement faire le service à votre place. Et c'est là où nous on pense que avec le levier réglementaire, en particulier de la portabilité, parce qu'on a dit que la portabilité c'est important, mais c'est plus qu'important en fait. C'est un changement majeur dans l'écosystème numérique. C'est comme si sur Terre, tout d'un coup, on changeait de 2 degrés la température. Vous voyez les scénarios, tout d'un coup, ça change considérablement la donne. Maintenant, le numérique, on est en train de connaître un changement de même ampleur. Tout d'un coup, il y a un coup de sifflet qui est donné, qui vient modifier les règles fondamentales des règles qui s'imposent aux acteurs entre eux. Tout d'un coup, la donnée n'est pas propriétaire du service, mais de l'individu qui choisit de la transférer. Vous imaginez bien les conséquences que ça peut avoir si tout d'un coup un utilisateur demande les transferts de données d'Amazon à Darty ou l'inverse. Donc il y a un changement de donne majeur et là nous on dit vis-à-vis de ces corporates qui ont besoin de trouver des canaux d'intimité numérique, soit vous le faites avec Facebook Messenger, et là franchement c'est une forme de suicide, soit vous trouvez de nouvelles approches. Et la nouvelle approche pour nous justement c'est la portabilité, c'est l'empowerment de l'utilisateur à récupérer ses données. On dit, puisque la portabilité vous impose de développer un tuyau pour que les données sortent, faites-le, vous n'avez pas le choix, mais branchez tout de suite dessus un cloud personnel dans lequel vous êtes présent, dans lequel vous pouvez fournir des services et dans lequel l'utilisateur du coup va pouvoir bénéficier d'usages que vous lui proposez utilisant vos données mais aussi les données des autres tuyaux. Et tout d'un coup, en tant qu'opérateur
contraint à la portabilité, vous saisissez cette opportunité via le cloud personnel pour être le premier à utiliser les canaux des autres, les tuyaux des autres pour fournir des usages. Donc ça, c'est un deuxième levier très important. Le premier, c'est la convenience. Le deuxième, c'est un besoin de nouveaux paradigmes pour des acteurs corporate qui ont besoin de nouveaux canaux d'intimité numérique. Et le positionnement autour de cette plateforme personnelle est je pense, un levier très, très important pour nous. Je vais poser une question à tout le monde, je vais pas personne, mais je vais la poser de façon faussement naïve. Vous avez vu que Benjamin a bien rappelé en fait les conditions de cet écosystème, donc avec Facebook, Uber, etc. Est-ce que c'est GAFA, est-ce que justement ces grands services qui utilisent et récupèrent les données personnelles des individus, malgré les efforts en fait faits par les autorités publiques, les entreprises, le cadre juridique, Cozy Cloud, ont intérêt à ce que ça bouge? Je sais pas, Karina Chatin, peut-être? Non, mais là c'est oublié. Il y a une réponse évidente. C'est Pardon. les insiders, les leaders d'un modèle n'ont aucune raison de bouger les règles du modèle. Donc, et c'est tout l'intérêt de ce dont je parlais là, de ce deuxième levier qui est les corporates, les prénumériques qui ont démarré leur business dans le web. Eux, pour le coup, c'est les anciens leaders en fait. Ce sont les anciens, ils ont encore du pouvoir, ils ont encore des moyens, ils ont encore des cartes à jouer. Et là, c'est l'opportunité de l'époque. Les anciens insiders ont besoin des outsiders, ils ont besoin de nouveaux paradigmes. Et du coup, on peut espérer que le changement vienne des anciens insiders. Par contre, qu'elles viennent... Je sais bien que Mark Zuckerberg, là, pour ses souhaits, enfin, c'est pas les vœux, mais c'est résolutions, merci. Résolutions de début d'année disait, voilà, manifestement, il y a quelque chose dans nos services qui sont cassés, et en particulier, il met en avant le problème de la centralisation. Donc, c'est quand même impressionnant que Mark Zuckerberg, cette année, mette à ce point l'accent sur la problématique posée par son propre service en termes d'hypercentralisation des données. Mais objectivement, on ne peut pas attendre d'eux que ce changement vienne par eux. C'est complètement impossible. C'est le régulateur. Ce sont des entrepreneurs qui vont proposer des solutions. Ce sont des entreprises qui vont prendre des risques parce qu'elles y sont obligées, parce que le statu quo ne leur permet pas de continuer à exister. Mais par contre, les insiders, là, je ne vois pas pourquoi ils bougeraient. Google, quand 99% de ton chiffre d'affaires vient concrètement de la pub et du profiling des données personnelles, c'est la masse. Ouais. Mais je pense que c'était bon de le rappeler. C'est pour ça que ma question était faussement naïve. Pierre Desmarais, peut-être, comment peut-on mieux encadrer en fait justement le champ de compétences et d'initiatives de ces leaders, de ces GAFA? Comment faire en sorte en fait de restreindre un petit peu leur capacité d'action en termes juridiques? Jusqu'où peut-on aller? Alors, comment déjà en leur imposant le respect de ce cadre réglementaire, quel que soit le lieu de leur installation, ça c'est le vecteur. Il faut leur imposer ce texte, et c'est pour ça que l'Union européenne a fait le pari d'un texte à vocation extraterritoriale pour encadrer tous les acteurs possibles qui vont traiter de la donnée pour des personnes en Union européenne. Jusqu'où peut-on aller? Je pense que là on est déjà allé très très loin, puisque derrière, pour s'assurer de l'effectivité du respect de ce texte, on a imposé des obligations très fortes, notamment la capacité d'être en mesure de répondre grosso modo à toute demande, de justifier de la conformité au cadre réglementaire. Il faut qu'à tout instant, que ce soit un GAFA ou une PME, le responsable de traitement, l'employeur, soit en mesure de dire « Voilà, aujourd'hui, je traite telle et telle donnée, dans telle et telle condition, pour tel et tel objet. » Et in fine, quel est le risque si vous ne pouvez pas rapporter ce document, ou si vous ne respectez pas ce que vous avez déclaré, ou plus simplement vous dites « Non mais moi le RGPD, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas envie de le savoir », eh bien on a des mécanismes de sanctions très lourds, puisque désormais on pourra atteindre 20 millions d'euros, ou 4% du chiffre d'affaires mondial, le « ou » étant conditionné en fait par quelle est la valeur de 4% du chiffre d'affaires mondial. Si ça dépasse 20 millions d'euros, nos amis de chez Google, Facebook, etc., et bien dans ce cas-là, on appliquera ce 4%. D'accord, très bien, merci. Je crois qu'on me fait signe que malheureusement, on est un peu à court de temps. On va peut-être prendre des questions
de la part. Pardon, alors deux mots. Non, allez-y. J'avais juste un petit ajout à faire sur effectivement cette asymétrie quand même entre les grands acteurs de l'Internet et les individus. Je crois que au cœur de tout ça, il y a quand même la confiance. C'est-à-dire que les consommateurs vont avoir tendance à retirer leur confiance s'ils ne sont pas sûrs de ce que deviennent leurs données personnelles et s'ils ne sont pas sûrs de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles par ces grands acteurs. Et je lisais hier une nouvelle étude de SAP qui a été faite auprès des consommateurs américains qui disait que 80% quand même des consommateurs américains étaient prêts à retirer leur confiance justement à ces acteurs si ils n'étaient pas, comment dirais-je, certains du sort qui était réservé à leurs données personnelles et que ça devait se faire en toute transparence. Donc quand même cette notion de confiance, elle est très importante, elle est au cœur de l'économie numérique et elle montre que quand même le citoyen a une marge de manœuvre quelque part. Et en plus, là, comme on l'éduque un peu plus au numérique, il va mieux comprendre comment fonctionne cet écosystème et il aura donc il sera dans une logique d'empowerment, comme on disait tout à l'heure, notamment avec la portabilité. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Bonjour. Sabine Germain, l'Argus de l'assurance. La Maïf n'est pas le seul assureur à se positionner sur ces sujets. Il y a déjà eu, je pense à AXA Prévention, mais il y en a d'autres. Donc j'en déduis que le risque numérique est un sujet d'assureur. Je voudrais savoir pourquoi. Et de façon plus terre à terre, est-ce qu'on peut s'attendre à des offres spécifiques sur ce terrain ? Alors, c'est une nouvelle forme de sinistralité. En fait, derrière le numérique, il y a de nouveaux risques qui sont en train de poindre. Et ça va effectivement des risques de piratage de voitures autonomes, la cyberattaque des entreprises, mais aussi des risques d'usurpation d'identité. Et donc, autour de ces nouveaux risques, il y a un enjeu pour l'assurance. Aujourd'hui, Medata et moi, c'est, je dirais, notre premier pas dans l'élaboration de solutions, de dispositifs, de prévention. C'est aussi ça le métier d'assureur, c'est prévenir la survenance du risque. Et toute cette démarche de sensibilisation, de mise à disposition de solutions, d'outils pour faire, en tout cas donner les clés de compréhension de ces nouveaux usages, ça participe de notre métier et de notre activité. Donc aujourd'hui déjà, avec ce dispositif qui a 1 an ou 18 mois d'existence, plus même 2 ans, on a commencé vraiment à en tout cas installer et proposer des solutions pour nos sociétaires, mais plus largement les utilisateurs en général. Christophe Tisser, Télé Libre. J'ai une question pour Madame Chatin. Quand vous avez écrit au parti, lors de la présidentielle, aux différents candidats, est-ce que vous pouvez nous dire s'ils étaient échelonnés en fonction du plus concerné au moins concerné, ou est-ce que c'était quelque chose qui faisait consensus parmi eux ? Comme je disais tout à l'heure, parmi ceux qui ont répondu, donc les 2 finalistes au 2e tour et puis 2 petits candidats, il y avait consensus sur... il y avait consensus sur l'idée de dire qu'aujourd'hui, sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques à avoir dans l'univers numérique, quel que soit l'âge des personnes, leur CSP, etc., c'est vraiment l'affaire de tous. Il y avait consensus sur ça. Après, effectivement, en fonction des partis politiques, voilà, les moyens pour y arriver ou l'idéologie qui pouvait se cacher derrière tout ça n'était pas forcément la même. On a eu, je dirais, les réponses les plus argumentées chez les deux finalistes de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Très bien, on va conclure, je pense. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde, et puis longue vie à Medata et moi, et puis voilà. Merci beaucoup.